Aujourd'hui, deuxième volet consacré aux institutions de l'économie internationale. Je me suis installé au Palais Brongniart, l'ancienne bourse de Paris. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'OMC pour tenter de comprendre comment fonctionne l'Organisation mondiale du commerce. On voit sur cette carte du monde les États membres de l'OMC début 2011, soit 153 pays. La fonction première de cette organisation internationale qui siège à Genève est à la fois de faciliter le commerce entre les pays et de le réguler. Et comme aujourd'hui environ 90% des flux commerciaux mondiaux se font entre les États membres de cette organisation, on mesure à quel point l'OMC est un acteur international important. Alors comment est-ce que tout cela a démarré? L'idée d'une organisation du commerce régulatrice remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme d'ailleurs l'ONU, le FMI ou la Banque mondiale. Cette idée se fonde sur les théories classiques du libre-échange, dans la lignée des thèses de Adam Smith ou Ricardo, mais elles sont comme renforcées par la crise financière de 29. Car en provoquant un retour au protectionnisme des États, la crise de 29 est analysée comme l'une des causes de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'idée qui prévaut alors est que l'interdépendance économique peut être une des manières de garantir des relations pacifiques entre les États. À partir de 1947, les affaires commerciales internationales sont d'abord encadrées par ce qu'on a nommé le GATT, c'est-à-dire l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. 23 pays en sont signataires en 1948, mais 3 ne ratifieront pas l'accord. Et le GATT compte jusqu'à 128 pays en 1994, lorsqu'il est remplacé par une nouvelle institution, l'Organisation mondiale du commerce. Et là aussi, le nombre des États membres n'a cessé d'augmenter, passant de 136 en 1999 à 153 aujourd'hui en 2011, plus 31 États observateurs. Regardez cette carte. Entre 1950 et aujourd'hui, le volume des échanges commerciaux dans le monde a été multiplié par 20. On voit là les principaux flux du commerce international, par navire, par avion ou même par Internet, essentiellement entre les grands pôles économiques habituels, mais de plus on observe que ces flux sont de plus en plus tirés par l'Asie, région à l'origine de fortes exportations vers l'Amérique du Nord ou l'Europe. Alors c'est évidemment le cas spécifique de la Chine, qui a fait son entrée à l'OMC en 2001. L'usine du monde, comme on dit maintenant, est désormais le premier exportateur mondial de biens manufacturés et elle a évidemment largement bénéficié de la réduction généralisée des droits de douane prônée par l'OMC. En revanche, la question de l'adhésion à l'OMC est plus délicate pour la Russie. D'abord parce que l'essentiel du PIB russe dépend des exportations minières, gazières, pétrolières, et ensuite une adhésion imposerait à la Russie d'ouvrir son marché intérieur dans les secteurs miniers. Or, ils sont entre les mains d'une oligarchie proche du Kremlin, d'où cette lenteur des négociations avec l'OMC qui dure depuis 1993. Alors, comment marche cette organisation? Son budget sert au fonctionnement de la structure. Dans les plus gros contributeurs à ce budget, on retrouve les poids lourds de l'économie mondiale. Les 8 pays que vous voyez sur la carte représentent à eux seuls plus de 50% du total des contributions en 2010, alors que 39 États membres, les plus marginaux dans les échanges internationaux, représentent à peine 0,6% du budget. Mais chaque membre de l'OMC dispose d'un même droit de vote, quel que soit le montant de sa contribution. À l'OMC, l'Union européenne dispose par exemple d'autant de voix que de pays membres, et en plus, elle siège en son nom propre. Ce qui fait que l'Union européenne, en tant qu'ensemble économique, compte pour 27 plus une voix, alors qu'en tant qu'institution, son vote a le même poids que celui de Malte ou de la Bulgarie. L'OMC repose sur la clause dite de la nation la plus favorisée. Elle suppose que si un pays membre applique une quelconque préférence tarifaire à un autre pays membre, il doit accorder cette même faveur à l'ensemble des États membres de l'organisation. Et en même temps, il y a des dérogations à cette clause, dans le cas par exemple des zones de libre-échange, dont on voit ici les 4 principales. L'Union européenne, qui est l'exemple d'intégration commerciale le plus abouti, car les droits de douane sur les biens et les services échangés entre les 27 États membres y ont totalement disparu depuis 1993. Le Mercosur,
marché commun d'Amérique du Sud, qui regroupe 5 pays et en associe plusieurs autres, l'ALENA, qui applique ce même principe entre les 3 États d'Amérique du Nord, et enfin l'ASEAN en Asie du Sud-Est, regroupant les 10 pays que l'on voit là. En réalité, l'idée que sous-tendent ces dérogations est que la régionalisation est en soi une première étape vers la mondialisation. Les préférences tarifaires sont d'abord accordées à une poignée de pays voisins, puis la zone de libre-échange est progressivement intégrée à la concurrence internationale. Si on fait la moyenne, on constate que depuis 1945, les barrières douanières tarifaires ont littéralement fondu, passant de 40% de la valeur des marchandises en moyenne à près de 2,2% aujourd'hui. Le budget de l'OMC sert aussi à gérer l'instance de régulation, l'organe de règlement des différends, qui arbitre les litiges commerciaux entre les États membres. On se souvient par exemple du conflit qui a opposé d'un côté les États-Unis et le Canada, qui exportaient du bœuf élevé aux hormones de croissance, et de l'autre, l'Europe qui opposait un refus à cette importation sur son territoire. L'organe de règlement des différends de l'OMC, saisi par les États-Unis et le Canada, a finalement condamné l'Europe, demandant la levée de cette barrière douanière non tarifaire et autorisant les plaignants à taxer en représailles des produits européens. Un autre différend, plus récent, a opposé de 2004 à 2011 les États-Unis et certains membres de l'Union européenne autour des subventions octroyées par les États-Unis à l'avionneur Boeing. Et en janvier 2011, l'OMC a jugé illégales ces subventions à l'industrie aéronautique américaine et a autorisé les plaignants à adopter des mesures de rétorsion équivalentes aux préjudices subis. Autre problématique majeure au sein de l'OMC, l'agriculture. Ce secteur est l'un des derniers à ne pas avoir été entièrement libéralisé. Regardez ce graphique montrant les variations des cours des céréales. Elles peuvent être liées à l'augmentation de la consommation animale, la spéculation sur les prix, mais aussi les aléas climatiques ou certains conflits. Eh bien, ces divers facteurs ont entraîné une hausse des cours, elle-même à l'origine des émeutes de la faim en 2008, dans plusieurs pays membres de l'OMC, comme le Mexique, l'Égypte ou les Philippines. Cette question agricole reste un thème central au sein de l'organisation, car elle traduit en fait directement les clivages nord-sud. Les pays en développement sont majoritaires au sein de l'organisation, et pourtant ils subissent la concurrence frontale des pays du Nord, où les subventions faussent la concurrence sur les marchés mondiaux. Donc l'OMC a tenté de restaurer la confiance au sein de l'organisation en lançant un cycle de négociations dit cycle de Doha, et cela a mis au jour l'existence de plusieurs coalitions opposées. D'abord, on trouve 2 puissances économiques majeures, les États-Unis et l'Union européenne, dont les secteurs agricoles sont organisés sur des bases industrielles. Ce secteur contribue assez peu à la formation du PIB des 2 régions, 1,2% du PIB aux États-Unis et 3% dans l'Union européenne. Et pourtant, l'agriculture y représente un enjeu crucial en termes politiques, sociaux et électoraux, ce qui explique pourquoi les agriculteurs bénéficient d'importantes subventions à l'exportation. En même temps, les 2 géants sont opposés l'un à l'autre, les États-Unis demandant une baisse généralisée des tarifs douaniers et l'Union européenne demandant une baisse des subventions que les États-Unis accordent à ses agriculteurs, ce que refuse Washington. Ensuite, il y a le groupe de Cairns. Il regroupe les gros exportateurs de produits agricoles, australiens en tête, et dont les gouvernements n'octroient ni aide ni subventions à leurs producteurs nationaux. Donc ils demandent et l'abaissement des barrières douanières européennes et la baisse des subventions américaines aux exportations agricoles pour éviter toute distorsion de concurrence sur les marchés mondiaux. On trouve dans ce groupe certains pays émergents, exportateurs nets de produits alimentaires, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Indonésie. Leur position rejoint celle de l'Inde, de la Chine, du Mexique, de l'Égypte, qui demandent que les droits de douane soient plafonnés afin de pouvoir vendre leur production agricole et leurs produits agroalimentaires. Le Brésil, un des premiers exportateurs mondiaux de matières premières agricoles, cherche d'ailleurs depuis longtemps à faire chuter les barrières douanières pour ensuite venir dominer le marché mondial. Et puis enfin, à l'autre extrême,
on trouve de nombreux pays réunis au sein de ce qu'on appelle le G90, et tous d'ailleurs ne font pas partie de l'OMC, et leurs agriculteurs sont surtout organisés en petites exploitations vivrières. Et de ce fait, ils sont très vulnérables à la concurrence des pays qui subventionnent leurs exportations et aux aléas climatiques. Eh bien, les postures de négociation et surtout les intérêts bien compris de ces alliances n'ayant pas pu être approchés, le cycle de Doha s'est terminé sur un échec et l'agriculture mondiale n'est toujours pas régulée par l'OMC. Voilà, on mesure bien l'importance du rôle de l'OMC, la complexité des négociations, qui sont des révélateurs de l'importance des enjeux. Et finalement, ce cycle de Doha a bien mis en lumière les tensions, les oppositions entre États sur ces questions agricoles. Une date limite a été fixée à 2013 par l'OMC pour la suppression des subventions aux exportations agricoles, mais rien ne dit que cette date pourra être respectée, car on le sait, l'OMC est parfois très critiqué, car de fait, tout n'est pas commercialisable, tout n'est pas libéralisable. Certains services ne le sont pas, et certains biens qui sont des richesses culturelles ne doivent pas l'être.